Dans le grand rendez-vous de l'IA de Smartech, aujourd'hui, deux pionniers. D'abord, Maître Bensoussan, Alain Bensoussan, bonjour, bienvenue. Pionnier du droit des technologies avancées, du droit de l'informatique dans les années 80, puis de l'Internet, des réseaux sociaux au tournant des années 2000. Vous avez abordé le droit de la robotique dès 2014. Ça vous fait au moins un énorme point commun avec notre autre invité, Bruno Maisonnier. Bonjour, Bruno. CEO fondateur d'Another Brain, pionnier vous donc de la robotique humanoïde avec Aldébaran, que vous avez fondé en 2005, qui est devenu un leader mondial dans les robots, notamment, on se rappelle très bien de Nao, mais aussi de Romeo, de Pepper, qui sont devenus des stars. Et puis vous avez créé l'entreprise Another Brains, où là vous voulez inventer des nouveaux moteurs d'intelligence artificielle grâce à une approche singulière aussi, inspirée de la nature. Alors on peut lire à ce sujet Organic AI, dont j'ai déjà parlé, c'est votre ouvrage, comment les stratégies de la nature peuvent révolutionner l'intelligence artificielle, aux éditions Hermann. Et je voulais aussi citer deux livres de Maître Bensoussan, parce qu'on va forcément en parler dans notre débat aujourd'hui, dans nos débats aujourd'hui. D'abord, le règlement européen sur l'intelligence artificielle, où vous proposez une synthèse, des points clés, une analyse article par article. J'avoue que je n'ai pas commencé celui-ci, j'ai commencé l'autre, en revanche, ChatGPT dans le monde du droit, la cobotique juridique, tout ça c'est publié aux éditions Brûlant. C'est passionnant, la manière dont vous vous emparez de ce chatbot. Je voulais commencer justement avec cette actu de Meta AI qui arrive dans le WhatsApp de tous les Français. Et je me suis dit, ça va accélérer, a priori, l'utilisation de ces IA génératives chez tout le monde. Mais est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce qu'il faut au contraire se méfier? Comment on réagit avec ce petit cercle bleu là qui se présente sur notre messagerie instantanée? Alain? C'est gentil. Alors, moi, je suis déjà sur WhatsApp. Et je suis déjà avec elle. Elle, c'est effectivement ChatGPT. Ah oui, donc, mais là, ça va être Meta AI dont on va parler là. Tout à fait. Mais ce que je veux dire, c'est que on est, pour les early adopteurs, on est déjà ceux qui sont sur les messageries, on est déjà ceux qui sont en mode vocal, et ça va accélérer encore plus vers le grand public. Et ça marche merveilleusement bien. Ça devient un personnage, un compagnon, une compagne qui permet d'échanger tous les jours. Et au lieu d'aller chercher de l'information, là, l'information est portée sur une simple question. Ça va être une révolution. Ouais. Est-ce que ça vous fait réagir quand même sur notre niveau de dépendance qui est croissant en matière de technologie américaine ? Non ? Attends, moi j'ai deux choses à dire. Alors, vas-y. Pardon, en complément. D'abord, c'est pas 100% nouveau, au sens où, je vais regarder l'année dernière, ou il y a un an et demi, il y avait chaque jour 19 millions de Français qui utilisaient les assistants vocaux intelligents, les Siri, Alexa, etc. Donc en fait, on est dedans depuis très longtemps. Là, il y en a un de plus. OK. Mais c'est un usage différent quand même dans WhatsApp, de se dire, tiens, au moment où je suis en train de discuter avec des gens, l'outil je vais aller interroger une IA. Oui, bien sûr. À chaque fois, on rajoute des fonctionnalités, des possibilités, mais on est sur le même courant. Après, il y a une deuxième nuance à faire qui est importante pour nous en France, c'est utiliser des intelligences artificielles, utiliser des LLM, etc. C'est une chose, on va le faire de plus en plus, et je suis d'accord avec Alain, il y en a partout, et il y en aura partout. Une autre chose est d'en maîtriser soi-même, d'en faire, c'est-à-dire faire rentrer dans les entreprises ou chez les Français l'usage de quelque chose, c'est un sujet, mais faire rentrer le fait que on soit contributeur, on en profite, on développe des outils qui vont nous aider et qui seront utilisés par les Américains et par d'autres. C'est un deuxième sujet. Pour moi, c'est celui-là qui est le plus crucial. Et celui-là, pour l'instant, il y a d'autres choses à en dire. Mais sur le fait qu'il y en aura partout, mais c'est une évidence. Mais sur cette question quand même de l'utilisation des données, parce que vous êtes un défenseur de la protection des données personnelles quand même, Alain Bensoussan, en termes juridiques. Là, c'est l'IA qui rentre dans nos conversations privées. Oui et non. Alors après, je dis ça, mais en même temps, dans les conditions générales d'utilisation, toutes les précautions sont prises pour dire que ces discussions ne sont pas utilisées pour entraîner le modèle. Ou elles le sont. C'est pas gênant pour moi. Alors, bien évidemment, j'ai défendu la protection des données personnelles. On était peu nombreux en 1978 à dire que ça allait devenir un standard mondial. Les gens avaient dit, mais l'informatique, vous vous rendez pas compte, vous serez dépassé. Mais on va pas prendre une loi française. C'est international, l'informatique. Aujourd'hui, plus de 110 pays ont une réglementation sur la protection des données personnelles. Donc, il faut bien comprendre quand même que le merveilleux dans ce domaine-là,
Bien sûr, là encore, les gens disent si c'est gratuit, vous êtes le produit. Ça n'a pas beaucoup de sens pour moi. On peut. Il y a un problème d'éducation et des émissions comme celle-ci sont très importantes. Ce qui est important, c'est qu'on ait toute cette connaissance, quel que soit le système, quelle que soit la culture, quel que soit le pays, quelle que soit la langue qui est disponible. Et ça, c'est magique. Alors, dans la protection des données, ce qui me paraît important, c'est que chacun protège ses données, mais c'est la gratuité. Quelque part, qu'ils prennent mes informations, qu'ils... Ça me dérange pas, ça ne me dérange pas. Moi, j'ai posé... Jusqu'à ce que ça pose un problème, quand même. Alors, ça fait... En 45 ans d'observation, j'ai vu tellement de choses et de risques qui ne se sont pas jamais aperçus, qui n'ont jamais été sur des choses extrêmement graves, que je pense que l'attrait de ces outils est supérieur au risque. Une de mes dernières conversations avec ChatGPT dans WhatsApp, ce sera pareil. Je lui dis, je ne sais pas pourquoi je me pose cette question, et je lui dis, mais le coût de cette conversation, parce que quand même, je me méfiais, c'était sur mon mobile, et elle me répond, t'embête pas, c'est gratuit, tu peux consommer autant que tu veux. Et elle me parle comme ça. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que oui, pour la protection des données personnelles, oui, il faut faire attention, mais toutes les conversations, celles que vous pouvez faire chez le coiffeur ou celles que vous pouvez faire au café ou ailleurs, c'est pas si grave que ça. Ce qui est beaucoup plus important, c'est d'avoir toute cette connaissance. Et là, je crois que pour le grand public, ça va être merveilleux. Ça a un coût quand même, toutes ces informations qu'on partage avec les entreprises américaines. Ça a un coût même, ne serait-ce qu'environnemental. C'est pas anodin. Ça a un coût environnemental. Deux sujets aussi. Ça a un coût environnemental énorme et c'est un problème. Ouais. Et de plus en plus, et ça va continuer, c'est un problème. Donc il faut trouver des alternatives qui sont beaucoup plus frugales, mais pas essayer de faire 20% de plus frugal que ce qui existe aujourd'hui. Il faut faire 1 million de fois plus frugal. Ah oui. Donc ça veut dire qu'il faut complètement changer de paradigme. Et évidemment, je plaide pour ma paroisse, parce que nous, c'est ce qu'on fait chez Another Brain, mais il y en a d'autres qui essayent. Donc cela, c'est important. Je rejoins aussi Alain, vraiment. Sur un sujet, on a tendance à mettre une notion un peu mystique sur les données personnelles, Et on sait tous que 95% des échanges, des conversations, des chats ou des trucs entre les gens, je ne veux pas dire que c'est sans intérêt, mais je veux dire, il n'y a pas de valeur, il n'y a pas de, si quelqu'un d'autre les utilise, on s'en fout. Mais même mes données personnelles... C'est quand même leur business model qui repose dessus. Oui, mais attends, justement, mais le sujet est différent. Mais même les données personnelles, mes données de santé, etc., moi, je pense que je serais plutôt bénéficiaire du fait qu'elles soient utilisées statistiquement pour montrer et élaborer des modèles qui permettront, le jour où j'aurai un problème de santé, d'être plus fin et de m'aider à régler mon problème. Donc, tu vois, il y a une chose qui est, ils utilisent mes données, mais so what? Il y a une deuxième chose qui est effectivement, mais ça c'est une question de business, ils les utilisent gratuitement alors qu'il faudrait peut-être payer, mais c'est un autre sujet qu'un sujet éthique. Tu vois, faut pas mélanger. Les deux existent. Il y a deux vrais sujets, mais c'est pas les mêmes. Et faut pas trop mythifier. Oui, non, mais on avait un débat avec un professeur sur le sujet de la santé qui disait le problème qu'on a aujourd'hui en Europe, c'est que justement, on ne peut pas utiliser... On manque de données. Non, je ne suis pas d'accord. Allez voir une boîte qui s'appelle Dimea, vraiment, sérieusement, D-E-E-M-E-A, et ils gèrent ça très bien. Le professeur pour pouvoir... Vraiment, ils font ça très bien, et ils permettent à tout le monde d'utiliser les données de santé, mais de façon réglementée, correctement, etc., pour qu'on puisse faire des études et pour s'en servir. Non, il y a des gens qui font ça très bien. Hein. Moi, je voudrais vous souligner une chose là-dessus, pour... L'angoisse, le caractère anxiogène de cette présentation, elle est juste, mais elle est très faible par rapport au fait que, quel que soit l'endroit dans le monde, quelles que soient les personnes avec des mobiles, ils ont accès à toutes ces informations-là. Et c'est peut-être là le vrai progrès. Et cette différence entre la partie anxiogène et la partie innovation, je pense qu'il faut libérer les innovations. Et WhatsApp, avec toutes les IA, c'est vraiment une possibilité pour chacun d'entre nous de se développer émotionnellement et puis professionnellement. Alors moi, je veux quand même tirer mon fil sur le problème de compétitivité, le problème économique quand même que ça pose aujourd'hui à la France, à l'Europe, cette dépendance américaine. Je voulais vous faire écouter un petit son que j'ai enregistré avec Aude Durand, qui a lancé QTI, le laboratoire de recherche français, et qui est directrice générale déléguée d'Iliad. Si on parle de QTI, donc le laboratoire que vous soutenez grandement de recherche en intelligence artificielle qui crée des nouveaux modèles, il y en a 3, vous l'avez dit à ce jour. Pourquoi est-ce que c'est pas entre les mains de tout le monde? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on ne peut pas jouer avec? Et est-ce qu'il commence à y avoir des entreprises qui s'en emparent?
Alors, il y a eu des interfaces de démo pour Moshi, Ibiki, et il y en aura une bientôt pour MoshiViz. Le sujet de ces interfaces de démo, c'est que c'est à QTI de financer la puissance de calcul qui permet aux gens de jouer avec. Donc, comme s'ils sont un laboratoire non-profit, leurs fonds ne sont pas illimités, ils ne peuvent pas cramer autant de cash que OpenAI. Donc ces interfaces de démo, elles ne sont pas très pérennes. Là, ils travaillent beaucoup, ils ont reçu beaucoup de sollicitations de différentes entreprises pour essayer d'intégrer les modèles sur lesquels ils ont travaillé dans des produits et services. Ça prend toujours un peu de temps. Faut quand même rappeler qu'ils ont commencé en novembre 2023 et qu'ils ont sorti le premier modèle l'été dernier. Donc on va être patient, on va leur laisser un tout petit peu de temps. Mais voilà, ils ont quand même reçu beaucoup de sollicitations. La particularité de ces modèles, c'est que c'est la meilleure qualité d'interaction vocale, mais qu'après, il faut les brancher sur des modèles de connaissances qui ont une profondeur de connaissances plus large que ce qu'il y a nativement derrière Moshi, parce que ce n'était pas le centre de leur objectif au début quand ils ont travaillé sur Moshi. Donc voilà, il y a toujours du travail à faire. Ce qui est intéressant, je trouve, c'est que là, ils vont explorer d'autres champs, donc notamment la vision, pour faire MoshiViz, pour relier la vision et l'audio. Donc toutes ces briques-là, vraiment de recherche fondamentale presque sur l'IA sur lesquelles ils travaillent, c'est autant de choses sur lesquelles les entreprises n'ont pas besoin de réinvestir. Ils peuvent réutiliser du code state of the art pour après créer des produits. Cette mécanique se met en route. J'espère qu'elle portera ses fruits dans quelques mois ou dans les années à venir. Pourquoi j'ai posé cette question à Aude Durand ? Parce que quand DeepSeek, le chinois DeepSeek est sorti, tout le monde a joué avec. On a dit c'est extraordinaire, c'est une révolution. Ouais. Tout le monde n'a pas encore trouvé le bon endroit où jouer avec Moshi, qui est pourtant la meilleure interaction vocale aujourd'hui au monde. On a un problème quand même en France pour faire émerger nos champions numériques. Ah mais c'est évident qu'il y a des questions d'argent. Ce qu'ils font, c'est génial. QTI, c'est super, c'est très bien. Mais effectivement, ça coûte de l'argent, ça coûte énormément. Enfin, on a vu la dernière annonce de OpenAI qui lève 40 milliards de dollars auprès de SoftBank. Et ça sera vrai de QTI, ça sera vrai de Mistral. Ils auront besoin à des moments de lever des sommes d'argent phénoménales. La question, c'est est-ce qu'on a le moindre espoir de pouvoir accompagner ça en France et en Allemagne et en Europe ? La réponse est non. Et donc, c'est pour ça qu'il faut trouver des alternatives, parce que à courir sur le même terrain que des géants qui sont beaucoup plus riches que nous, Sun Tzu, il y a 2700 ans, expliquait déjà que c'était perdu d'avance. Il faut essayer d'aller sur ton terrain, il faut que tu amènes l'autre et l'ennemi sur ton terrain, toi. Mais je rajoute une question de souveraineté. Oui. C'est évident que l'intérêt des Américains et des Chinois va être de faire que ce soit gratuit. Même si ils ont besoin de lever plein d'argent, ils pourront, que ce soit gratuit, parce que ça va couper l'herbe sous le pied de tous les Européens qui voudront essayer de faire pareil. Oui. Absolument. Après, il y a la question des entreprises qui doivent s'emparer des technologies aussi qui sont à leur disposition. C'est ce que dit Aude Durand. Voilà, il y a des briques technologiques, il faut maintenant jouer avec, s'en emparer. Il n'y a pas que les utilisateurs citoyens, il faut aussi que les entreprises commencent à s'y mettre. Je voulais vous interroger, parce que je vois que le temps file, sur l'EAC, puisqu'on a la Commission européenne qui doit dévoiler en mai son code de bonnes pratiques pour justement faciliter l'application de ce texte, de ce nouveau règlement autour de l'intelligence artificielle. Vous avez écrit une Bible, j'ai envie de dire, dessus, Maître Bensoussan. Est-ce que c'est un bon texte, l'EACT ? C'est un excellent texte, honnêtement, et il va devenir un processeur d'universalité, exactement comme la loi informatique et liberté, après la directive sur le RGPD, c'est un processeur d'universalité. 110 pays ont aujourd'hui une réglementation. Il y a à peu près 160 lois dans le monde sur l'IA, il y en a beaucoup, plutôt des verticales, et l'IA va devenir un standard. Pourquoi ? Parce que il a deux grands principes, ce texte. Le premier, il dit il y a 6 grandes valeurs européennes. La protection de la santé, la protection de la sécurité, la protection de l'environnement, on va tous être d'accord. Les droits fondamentaux, peut-être un peu de discussion, mais globalement, on est tous d'accord aussi sur les droits fondamentaux, l'état de droit, et puis dernier, la démocratie. Donc ces 4 valeurs, elles sont en danger à cause de l'IA, et elles vont pouvoir se développer grâce à l'IA. Il y a 2 façons d'approcher, et donc en cela, c'est un excellent texte. Alors qu'est-ce qu'il nous dit ? Même si c'est une approche par le risque, ça ne vous gêne pas ? Non, ça ne me dérange pas, parce que globalement, dès le moment où il y a une nouvelle innovation, il y a toujours des gens qui disent c'est risqué, et puis il y a des gens comme moi qui disent faut y aller. Oui, c'est pour ça. Voilà, donc c'est pas très grave les risques. Ce qui est important, c'est les valeurs. Et les valeurs, elles sont dans ce texte. Elles sont vraiment au nombre de 2 à travers les 6 premières valeurs et les principes des risques. Vous avez raison, mais il y a
deux grands principes, deux grandes supravaleurs. La première, c'est qu'il faut que l'IA soit au service de l'humain. Et ça, j'y crois beaucoup. Je crois que l'humain de demain, je vais donner un nom, il s'appelle l'Ultra Sapiens. Je crois que l'humain de demain, en ayant la totalité des connaissances du monde, gratuitement, ça va devenir quelqu'un d'autre. On va pouvoir régler de nombreux problèmes, on en a besoin. Ça, c'est le premier élément. L'IA au service de l'humain. Le deuxième, c'est que oui, c'est risqué, mais pas tout est risqué. Alors on prend quelques éléments, on fait un management de risque, on ne fait pas un mécanisme de précaution où on interdit tout, ou une précaution de principe, où on réglemente tout. Non, on dit... Il y a des systèmes à risque. Nous, chez nous, par exemple, on ne peut pas manipuler des gens avec l'IA. C'est ça les vrais risques. Eh bien, c'est interdit. Voilà, ça s'arrête. On ne va pas noter les gens dès qu'ils arrivent parce qu'on peut prendre toutes les émotions. Voilà, donc on a quelques fondamentaux. Et ces fondamentaux, ils sont au service de l'humain. Et vous allez voir, sur cette planète, tout le monde va être d'accord. Après, le diable se cache dans les détails des textes Vous juridiques. avez raison. Ça, c'est le code des bonnes pratiques. C'est votre perception aussi sur ce texte Léa Act Oui, j'ai la même. Alors, le texte, je l'ai beaucoup moins étudié et lu que Alain. Par contre, je suis sur la même logique en disant attention à pas mettre des barrières avant d'essayer. Bah oui. En France, on a eu le principe de précaution. On a arrêté de travailler sur les cellules souches. La seule conséquence, c'est qu'on a pris 15 ans de retard sur tous les autres. Hein. Donc voilà. Et nous, Another Brain, nous, on fait avancer notre moteur. Vous savez quoi ? On regarde pas du tout. On fait abstraction complètement de ces règlements. Un jour, quand on sera prêt, qu'on sera sur le marché, etc., on verra comment on s'adapte ou on les adapte. Mais notre sujet, c'est d'abord de faire que ça existe. Oui. Il faut d'abord que ça existe avant de réglementer. Voilà. Et donc, je ne vais pas m'encombrer la tête à essayer de savoir tout ce qu'il y a dedans et à passer du temps. Une remarque là-dessus Oui, par rapport à ce que dit Bruno, très vite. C'est que si vous êtes éthique by design, vous serez IA Act sans problème. Ok. Merci beaucoup, Maître Bensoussan, d'avoir été avec nous. Et Bruno Maisonnier également. Merci Delphine. encore. À très vite.